Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Notre invité ce dimanche est le porte-parole d'un gouvernement plutôt en réussite en ce moment, puisqu'il a réussi à sortir des musées français, des trésors royaux du Bénin, prise de guerre du général Dodd, un acte héroïque dont il continue de récolter les lauriers. Nous assurons ce matin le service après-vente de cette actualité avec Wilfried Léandre Rongbedi. Avec notre invité, nous ferons également le point des instances. Nous avons déjà égrené plusieurs mois d'un quinquennat placé sous le signe du hautement social, mais les Béninois trépignent d'impatience face au contenu réel de ce programme d'action dont le lancement tarde toujours à venir. En attendant, ils se remettent difficilement de cet énième échec de leur équipe nationale et découvrent, comme un air du déjà-vu, le goût du préfet du littoral pour les bulldozers. Sans oublier, bien évidemment, leur réticence face à la campagne de vaccination au pass sanitaire. Wilfried Rongbedi, bonjour. Merci d'être passé dans nos locaux à Canal 3. Et pour vous recevoir, je suis avec mon confrère de ETélé, François Avienmo. Bonjour, cher ami. Bonjour, André. Bonjour au porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement et à tous ceux qui nous suivent. Alors, Wilfried Rongbedi, voilà, pour commencer, on va quand même parler sport. C'est l'actualité du moment. Ça fait un énième échec pour le Bénin. On a beaucoup rêvé et à la fin, on se retrouve rougeant comme devant. Le constat amer que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Quelle est d'abord l'analyse du porte-parole du gouvernement face à cet échec de l'équipe nationale? Monsieur Dossa, après l'historique participation au quart de finale de la CAN 2019, le gouvernement, comme l'ensemble du peuple béninois, était en droit et est toujours en droit de croire que notre équipe nationale ira de performance en performance. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner cette équipe, la mettre dans les conditions les plus idéales possibles pour aborder cette phase qualificative à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Vous avez observé, parce que vous êtes, vous, particulièrement un féru du football et que je vous ai généralement croisé dans l'antre du stade général Mathieu Kérékou à l'occasion des matchs de notre équipe nationale, vous avez observé que nos ambassadeurs ont eu de la part du gouvernement et de la Fédération béninoise de football les conditions qu'il fallait. On peut observer globalement que sur cette campagne, et comme j'ai pu le dire, nous avons très bien voyagé. Nous avons très bien voyagé parce que nous avons quand même fait 2 victoires à l'extérieur. Et puis, à l'intérieur, paradoxalement, nous avons laissé filer des points qui se sont révélés essentiels au moment du bilan final dans notre groupe. Parce que le pays qui nous bat en dernière journée nous coiffe d'1 point seulement au poteau. Et face à ce pays-là, malheureusement, nous avions concédé le nul chez nous à Cotonou. Et ensuite, nous avons laissé filer 3 points face à un adversaire que nous étions allés battre chez lui. Alors, même si on est sportif, même si on est supporter, on conçoit que quand on a pu battre les autres chez eux, ils puissent également nous battre chez nous. Malheureusement, cela est arrivé. Mais les leçons qu'il faut tirer de ça, de mon point de vue, c'est que les efforts, il ne faut pas considérer qu'on a fini avec dès lors qu'on a pu faire une prouesse ou une performance remarquable. Les efforts doivent être soutenus. Et chacun a pu voir que dans notre équipe nationale, les joueurs ont généralement mouillé le maillot, ont donné sans doute ce qu'ils avaient de meilleur en ce moment-là, même s'il y a eu quelques cas d'indiscipline. Mais ça fait quand même un double échec. Est-ce qu'on a manqué de tirer la leçon du premier échec, c'est-à-dire de cette non-participation à la prochaine CAN, avant d'aborder la phase de qualification pour le mondial? Non, sans doute que, aussi bien au niveau du staff, de l'encadrement que de la Fédération béninoise de football, les enseignements ont été tirés. On peut observer ici que, même si c'est très douloureux pour nous tous que l'équipe ait fini cette campagne de cette façon-là, on peut observer que dans le groupe, ça s'est joué à très peu de choses quand même. Après, je disais tout à l'heure que nous avons très bien voyagé. Regardez, à contrario de ce que nous avons fait, la République démocratique du Congo qui nous a sortis, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit, regardez ces 3 derniers matchs. Ils ont aligné des victoires, alors que nous, on a été en dents de scie. Et ça a fait qu'au final, la balance a penché plus en faveur de notre adversaire de la dernière journée qu'en la nôtre. Les leçons ont été tirées
de la campagne précédente. Et celle-ci également doit donner lieu à des enseignements, aussi bien pour les joueurs, pour le staff, pour la fédération que pour le gouvernement. En ce qui concerne le gouvernement, généralement, c'est de créer les conditions, c'est de mettre les moyens pour que le peuple ne dise pas que le gouvernement n'a pas joué sa partition. Le gouvernement a toujours mis les moyens nécessaires à mener une bonne campagne qualificative. Après, je pense qu'effectivement, au niveau de la Fédé, au niveau du staff, il y a des enseignements qui doivent être tirés. On a noté des cas d'indiscipline. C'est peut-être trop dire. Un cas au moins d'indiscipline. Oui. Et il y a eu une sanction qui est tombée. Certains s'en sont émus. Et il faut considérer que les sanctions, lorsque c'est mérité, c'est pédagogique. Ça sert à éviter que cela se répète. Et tous les amoureux du foot, tous ceux qui sont objectifs, conviennent bien que quand ça se passe ailleurs, c'est avec rigueur que le staff sanctionne. Je ne veux pas dire que c'est ce cas seulement qui a fait que nous n'y sommes pas arrivés. Mais chacun peut observer par ailleurs que, à l'occasion, le match qui a suivi, nous l'avons perdu. Oui. Nous l'avons perdu. Oui. Cependant que, sur la dernière journée, le fautif est revenu et c'est lui quand même qui aura mis le but et qui aura fait une passe décisive. Oui. On peut alors, après en extrapolant, dire peut-être que s'il n'avait pas fait cette pagaille, sa seule présence ce jour-là aurait permis également de changer le cours du match. Oui. Et c'est pour ça que chacun doit considérer qu'il est important dans l'appareil, que sa place, que son rôle sont éminents pour le reste de l'équipe, parce qu'on peut seul faire la différence. Quand un seul être vous manque et tout est dépeuplé, comme dit le poète, chacun doit considérer que quand il revêt le maillot de l'équipe nationale du Bénin, c'est une grosse responsabilité et qu'il n'y a pas de place pour la pagaille. Il n'y a pas de place pour l'à peu près. Et là-dessus, les orientations, les instructions du gouvernement sont claires. C'est faire en sorte que le drapeau national soit respecté, le maillot soit respecté et que tous ceux qui ont l'honneur d'être invités à porter ce maillot reconnaissent l'honneur que la République leur fait et donne le meilleur d'eux pour honorer ce drapeau et ce maillot. Justement, on est à l'heure du bilan et en pareille circonstance, il y a toujours la tentation d'envoyer tout valser, de tout changer. Une certaine opinion publique pousse à certains changements drastiques. L'équipe nationale dépend directement du ministère et non de la fédération. Est-ce que du côté de l'État, est-ce que on est déjà passé à l'étape de faire l'inventaire des deux échecs précédents et de prendre des décisions, parce que je pense que tous les férus du football, tout le monde football béninois n'attend que ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte. Parce que les prochaines campagnes pour la CAN, c'est dans peut-être 7 mois, 8 mois. Donc, on est déjà à la veille. Est-ce qu'il y a déjà des dispositions de prise dans ce sens ? Je suis convaincu qu'au niveau du ministère des Sports, en ce moment, il y a forcément un bilan qui se fait de cette campagne. Et au thème du bilan, s'il y a des orientations à suggérer, le ministre Omeki et son équipe ne manqueront pas de le faire. Oui. Au-delà, je voulais laisser cette question. Est-ce que vous ne pensez pas, en tant que supporter déjà, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire du côté psychologique? Parce que si on regarde très bien les deux défaites qu'on a eues, les deux défaites qui ont été rédhibitoires pour nos campagnes, on pourrait quand même pointer du doigt une certaine faillite psychologique. Parce que c'était à un moment, c'était un peu comme si l'équipe nationale était crispée d'évoluer à domicile, à part quelques matchs. C'était un peu le corollaire, c'est qu'elle était un peu plus à l'aise à l'extérieur. Même sur le dernier match où elle a perdu, ils se sont quand même bien débrouillés. Est-ce que ce n'est pas la faillite psychologique qui est à pointer du doigt et un travail ne devrait pas être fait dans ce sens? Aujourd'hui, on sait que c'est une dimension essentielle du sport et du football en particulier. Pour faire des prouesses, pour faire des résultats en continu, il faut effectivement que le côté psychologique il soit entièrement pris en charge. Et je crois que cela existe au niveau de la fédération. Sans doute qu'il y a à faire pour améliorer cela, pour que les prestations de l'équipe de soutien psychologique soient davantage remarquables. J'ai noté comme vous, et j'ai même partagé des réflexions avec le ministre Omeki sur la question que quand nous sommes rentrés de Tanzanie avec 3 points, on a eu le sentiment ici que nos écureuils n'avaient pas encore digéré la victoire en Tanzanie avant de recevoir leurs hôtes ici. Et à telle enseigne que on se croyait encore
Dans l'euphorie. Et je crois c'est là où vraiment on a laissé passer notre chance en permettant à ces adversaires de venir prendre 3 points à Kounou. Ça aura été vraiment très douloureux au bout du rouleau. Il y a un recours qui pend devant les instances du football, notamment la FIFA, qui doit rendre son verdict, me semble-t-il, le 23. Quelles sont les chances du Bénin? Sans oublier déjà l'épisode de la Sierra Leone où on n'a finalement pas eu gain de cause. Non, il faut laisser les instances de la FIFA faire le travail. Le Bénin a soumis une situation. J'ai écouté l'avis des experts africains comme européens sur la question, sur des précédents de même nature qu'il y a eu avant. À titre personnel, j'aurais tellement aimé que nous soyons qualifiés et donc que nous ayons fait au moins nul à Kinshasa, à défaut de l'emporter. Ça n'est pas arrivé. Si nous devrions être qualifiés au bout de l'examen de la réclamation que nous avons introduite, pour l'histoire, ce serait tant mieux, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions là-dessus. Cela pose un autre problème, ce qu'on peut appeler la diplomatie des couloirs. On sait qu'au niveau de la CAF, de ces grandes institutions, au niveau des campagnes, le continent n'est pas particulier à cette enseigne. Est-ce que de notre côté, nous ne sommes pas un peu trop gentils? Est-ce que nous ne courbons pas les chines très vite? Parce que visiblement, il faut être présent. Est-ce que nous sommes pas naïfs parfois? Est-ce qu'on n'est pas naïfs parfois? Moi, je n'irais pas jusqu'à penser comme vous par rapport à ce qui se passerait au niveau de ces instances. Dans tous les cas, le sport aujourd'hui, le football en particulier, c'est une grosse machine, c'est une grosse industrie. À nous de nous donner tous les moyens quand nous abordons une phase qualificative pour nous en sortir. Oui, c'est pourquoi la question est importante. À nous de nous donner tous les moyens pour nous en sortir. Et donc, quelle que soit la façon dont les autres ont eu leur victoire pour se qualifier pour les barrages, il reste qu'à l'heure où nous parlons, c'est eux qui sont qualifiés. Oui. Moi, j'aimerais tellement être en train de parler de la qualification du Bénin en ce moment. Malheureusement, ça n'est pas le cas. J'espère que pour les prochaines phases qualificatives, nous aurons beaucoup plus de bonheur à parler du déroulement pour notre équipe nationale. François Xavier, nous allons changer de sujet et parler de cette actualité du retour des trésors royaux. Le ministre des Affaires étrangères était sur ce plateau il y a quelques jours. On a évoqué la question, on lui a fait la question. C'est une question récurrente. Les Béninois doutent encore de la qualité de ces biens qui sont rentrés au pays. Est-ce que vous pouvez nous dire si vraiment il n'y a pas peut-être une ruse de la France, que c'est vraiment nos trésors royaux authentiques qui sont rentrés au pays? Oh, monsieur Dossa, je sais que vous n'y croyez pas. À la suite du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, je vais dire à nos compatriotes que les œuvres qui nous ont été rendues sont nos œuvres qui sont parties d'ici depuis bientôt 130 ans. Le président de la République, le président Patrice Talon, ne peut pas avoir assisté à la signature d'un acte officiel consacrant la restitution de ces œuvres et laisser envoyer au Bénin une pâle copie de l'authentique. Non, il faut dire à nos compatriotes que ce qui est arrivé, c'est ce qui nous a été arraché. Et nous avons foi qu'à la suite, d'autres nous seront également restitués pour nourrir demain non seulement l'économie du tourisme béninois, mais la reconnexion du Béninois avec lui-même. Ce que nous avons été, qui en partie explique forcément ce que nous sommes et ce que nous serons. On dit souvent que si le passé n'éclaire le présent, l'avenir il peut être brumeux. Donc on fait en sorte qu'avec ce retour et les autres qui vont arriver, il y ait de plus en plus matière à apprendre notre histoire, à savoir que nous avons existé, à savoir qui nous avons été avant que d'être aujourd'hui et de nous projeter sur demain. Justement, en parlant des autres qui vont arriver, on a vu le chef de l'État très insistant, même au moment de la signature de l'acte de propriété au palais de l'Élysée. Très concrètement, quels sont les jalons qui ont été posés? Est-ce que ça concerne toujours les 3000 œuvres en France ou un peu partout aussi ailleurs? Est-ce que ça concerne simplement les collections publiques ou les collections privées? Est-ce qu'il y a des négociations en cours? Est-ce qu'il y a des chemins déjà défrichés pour qu'on puisse en tout cas regoûter ou assister à ce qu'on a à quoi on a assisté encore à ce à quoi on a assisté la dernière fois? Cette première victoire
ou devrais-je dire, comme le chef de l'État, ce tout premier épisode annonce une dynamique nouvelle en la matière. Il faut considérer, quand vous voyez d'ailleurs aujourd'hui que de plus en plus de pays ou de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la restitution de ces biens à leurs propriétaires, il faut considérer que le Bénin de Patrice Talon ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Avoir initié cela à la suite d'intellectuels, à la suite d'activistes de la société civile, et d'avoir obtenu ce résultat, qui n'était pas fait d'avance, parce que chacun se souviendra quand même de la première réponse officielle des autorités françaises à la demande béninoise. Ce fut un non cinglant, et il a fallu l'insistance du président de la République et ensuite l'ouverture d'esprit de son homologue français pour que nous soyons là. Mais le chef de l'État a dit que c'est un tout premier épisode. La suite concerne aussi bien la France que les autres pays qui pourraient être détenteurs en ce moment d'œuvres appartenant au Bénin. Et donc, chaque fois que ce sera identifié et que l'on fera le point que ces œuvres se sont retrouvées là-bas de manière indue, de manière frauduleuse, le Bénin fera les mêmes démarches que celle qui a généré la restitution des 26 œuvres dont nous parlons actuellement. Le gouvernement a décidé de déposer ces œuvres-là dans des musées. Il y en a en construction en ce moment. Mais n'aurait-il pas été plus pertinent, par exemple, que l'on décida d'envoyer les trônes de ces anciens rois, n'est-ce pas, à leurs successeurs actuels, et par exemple disposer ces portes-là dans les palais ou musées d'Abomey auxquels ces portes ont appartenu par le passé. Je crois qu'il faut considérer que avec le temps passé en France, avec la destination que ces biens ont connue en France, il faut considérer, disais-je, que leur nature a quelque peu changé. Envoyer aujourd'hui ce trône à Abomey pour que le roi actuel l'occupe, oui, ça n'apporterait pas au Bénin, ni même à Abomey, autant que la destination actuelle d'être dans un musée où le monde entier pourra venir voir. Et puis, non, attention. Dans le musée, attirer les touristes et sans doute faire entrer des devises dans le pays. Non, monsieur Dossas, oui. A priori, ça n'est pas le cas. A priori, ce n'est pas l'intention première. Mais chacun sait aujourd'hui que ces œuvres, dans le musée ou les musées où ils sont passés, ont généré des ressources. Tout à fait. Les musées, c'est un attrait touristique majeur. Et vous n'avez pas oublié que le gouvernement du Bénin mise actuellement sur le tourisme autant que sur l'agriculture pour impulser le développement du Bénin. Et que dans le tourisme, cette vision fait que c'est quand même une tonne d'argent. On parle de 600 milliards de francs CFA et plus qui sont en cours d'investissement pour générer un secteur touristique porteur dans notre pays avec comme fleuron quelques musées, dont celui d'Abomey qui sera la destination finale de ces biens. Alors quand le gouvernement fait cette demande, ce n'est pas d'abord pour gagner de l'argent, c'est pour restaurer l'histoire du Bénin. C'est pour que les Béninois se retrouvent, se redécouvrent par rapport à leur passé pour mieux se projeter dans l'avenir. Maintenant que c'est fait, si c'est bien, une fois là, dans un musée, peuvent drainer des touristes ici et générer des devises, c'est tant mieux. On aura fait le tout en un. Donc, c'est pour vous rassurer que en faisant la démarche, il ne s'agissait pas d'abord de penser à gagner de l'argent avec ça. Oui. Est-ce que vous avez l'impression par rapport à cet événement historique que, en tout cas, l'engouement populaire était à la mesure de l'événement? Est-ce que vous pensez que tous les Béninois, en tout cas une bonne majorité, ont vraiment touché du doigt le moment que nous vivions? Je crois que chacun a pu voir quand même que c'était un moment national. C'était un moment national. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le message est passé. Il y avait une telle ferveur de remarquable. Et si ce n'avait été l'atmosphère Covid, je suis convaincu qu'on aurait eu dans les rues de Cotonou, puisque c'est à Cotonou que les biens ont été livrés, beaucoup plus de monde que ce que nous avons vu dans les rues le 10 novembre dernier. Justement, ça vous donnez le bâton, vous faire battre, parce que beaucoup ont critiqué justement cette affluence, étant donné
les restrictions en vigueur, beaucoup se sont étonnés de ce que, sous le prétexte d'un événement historique, qu'on laissa les populations se défaire de tout ce qu'il y a comme règle qu'on répète à longueur de journée par rapport à la Covid-19 justement. Qu'est-ce que vous en dites? Mais vous avez noté, M. Noumon, et vous le savez très bien, que dans cette gestion de la Covid-19, le gouvernement du Bénin s'est toujours montré très réaliste, prenant les décisions là où il faut, demandant des restrictions ici ou là, laissant faire à tel autre endroit parce que c'est essentiel pour la vie du pays, mais sur une actualité comme celle du retour des biens, où le gouvernement n'a pas pris l'initiative de mobiliser des populations, mais parce que l'information est passée, les gens venaient. On a dit que c'est un moment national, de ferveur nationale, donc conjoncturellement, il aurait été, de mon point de vue, improductif de demander à la police de disperser les gens qui venaient voir ce spectacle. Et dans quelques semaines, quand on va ouvrir la présidence de la République pour qu'ils viennent voir, évidemment là, ça fera l'objet d'une organisation particulière, de restrictions, de filtrage. Et ce que nos compatriotes qui critiquent espéraient, ils le verront à l'occasion à la présidence, parce qu'on ne fera pas rentrer à la fois 1000 personnes, 2000 personnes pour venir voir. C'est sur des jours, et chaque jour, il y aura les restrictions. Le modèle pour venir voir sera annoncé, et chacun pourra en ce moment-là apprécier de plus près ses œuvres. On a bien compris que ces œuvres ne vont pas demeurer dans les salles de la présidence de la République. Elles sont destinées à des musées qui sont actuellement en cours de construction ou de réflexion. Le gouvernement investit énormément dans le développement du tourisme, notamment le tourisme patrimonial. Mais l'éducation culturelle des Béninois, où en sommes-nous? Qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour donner aux Béninois le goût, l'amour, le réflexe d'aller visiter le patrimoine dans le musée? Si nous avons vu, et vous voyez, à contrario de ce que disaient les informateurs ou les critiques que M. Noumon a remonté, si nous avons vu l'engouement spontané de ce jour-là, cela postule qu'il y a un intérêt manifeste. Le gouvernement n'a pas attendu cela. C'est ce même gouvernement qui a initié les classes culturelles. Et le ministre Abimbola vous dirait que tout est fin prêt là. Donc il y a déjà de la réflexion, il y a de l'action qui est engagée. Maintenant, comment on fait pour que dans les années à venir, cela soit encore plus manifeste? C'est la mise en œuvre de cette politique, le développement des infrastructures culturelles, touristiques, en même temps que celles sportives, qui va davantage inciter les populations, nos compatriotes, à s'intéresser à ce secteur. Et il n'y a pas de doute que sur les années à venir, cela va également présenter un intérêt majeur pour l'économie béninoise, pour la vie, pour la vitalité même, j'allais dire, de notre pays. N'oubliez pas que dans la vision du président Patrice Talon, il est envisagé que Cotonou, par exemple, à Thème, devienne une plateforme d'animation artistique, culturelle, en même temps que touristique. Donc, dans cette perspective-là, tout ce qui doit être fait pour que l'objectif soit atteint sera fait. On n'en fera pas l'économie. Je vais faire une petite question politique avant qu'on aborde la coopération muséale. J'aimerais dire que Patrice Talon, il assume une sorte de leadership messianique à la tête du Bénin. Il pose des actes qui, sans doute, vont l'inscrire dans la mémoire collective. Aujourd'hui, en matière de référence en termes de tourisme patrimonial, on évoquera sans doute plus Ouida 92. On parlera du retour des trésors royaux. On ne parlera sans doute plus du stade, en tout cas, Mathieu Kérékou, les communes qui ont eu des stades flambant neufs, sans doute, ça ne va pas susciter beaucoup d'intérêt, le stade Mathieu Kérékou, au niveau de ces communes-là. Beaucoup d'autres actes, l'hôpital de référence, ce qui sans doute va faire oublier l'hôpital Hubert Kotokoumaga. Jusqu'où veut-il aller, vous qui êtes à ses côtés, selon vous? Est-ce qu'il n'est pas en train d'effacer un peu ses prédécesseurs dans la mémoire de ses compatriotes? Je peux vous rassurer, M. Dossa, que ça n'est pas l'objectif du président Patrice Talon d'effacer des tablettes les records ou les records ou les œuvres de ses prédécesseurs. Oui. Son seul objectif, c'est d'apporter sa part à la construction nationale. Mais c'est de laisser des traces, parce que c'est pas homme à se contenter de peu, en vérité. Et tout ce que vous évoquez là montre bien qu'il n'entend pas se contenter de peu. J'aime à dire que le président Patrice Talon, il sait qu'il y a une chose qu'il a gagnée depuis avril 2016, c'est que l'histoire retiendra qu'il a été président du Bénin. Mais dans sa tête, même s'il ne le dit pas, je sais que ce qu'il se passe dedans, il se pose une seule question.
quand on parlera de moi demain, qu'on dise quel type de président j'ai été. Que j'ai été un grand président, un bâtisseur, un réformateur qui a laissé des traces. Au fond, c'est ça l'ambition ultime. Il ne l'exprime pas, je le répète, mais ça se devine quand on regarde, quand on prospecte tout ce qu'il a mis en cours avec son gouvernement pour requalifier notre pays, poser les bases de la modernité du Bénin. Mais enfin, M. Dossa, est-ce que l'on irait jusqu'à douter aujourd'hui de la nécessité de toutes les œuvres que vous avez évoquées là pour le Bénin? Quand on a fait l'hôpital CNHU, qui était l'hôpital de référence et qu'on appelait 350 lits, oui. Nous étions en 1963. En 2021, est-ce que 350 lits méritent d'être encore la référence au Bénin en matière hospitalière? Est-ce que 350 lits suffisent pour prendre en charge toutes les grandes urgences qui peuvent venir de partout le pays? Assurément non. Quand on a ça, qu'est-ce qu'il faut faire? L'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, avec plus de 500 lits, avec les médecines, jusqu'à la médecine nucléaire, avec la possibilité de prendre en charge toutes les pathologies, je crois que cela répond aux besoins du moment. Et le président de la République qui le fait, il le fait pour son peuple avant que de le faire pour l'histoire. Quand on fait 22 stades omnisports et que très prochainement, on va lancer une vingtaine d'autres, et donc en 10 ans, réussir à faire 40 stades omnisports, est-ce que le développement du football mondial, du football africain et du football béninois ne mérite pas ces investissements? Tout à l'heure, nous en étions à nous plaindre du résultat auquel nous avons manqué d'aboutir pour cette phase qualificative. Mais avec des infrastructures modernes en place qui vont susciter l'engouement des jeunes, l'explosion des talents, dans 10 ans, nous aurons peut-être le bonheur de constater que de façon successive et répétée, notre équipe, nos équipes vont aborder les phases de qualification avec beaucoup de bonheur et nous ramener chaque fois le Graal, pourquoi pas, et gagner des compétitions continentales. Oui. Juste une petite question sur, à la suite de la question d'André. Par rapport, le président de la République, lors de la réception de ces œuvres, a pris du temps pour faire la pédagogie de cet événement en voulant le sortir de la question identitaire pour en faire une histoire nationale. Au-delà de ce qu'il a pu dire, est-ce que ce n'est pas le moment pour les universitaires, les hommes de culture, de prendre la main et de pouvoir construire? Parce que cette histoire, il faut qu'elle s'enseigne, parce qu'au-delà de ce que les gens pourraient aller découvrir, il faut encore en faire la pédagogie pour que ce ne soit pas seulement les œuvres d'une région, mais les œuvres du Bénin, comme le souhaite le président de la République. Donc, au-delà de ça, qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour que, évidemment, ceux qui doivent le transcrire dans des manuels, dans des histoires, dans des productions, puissent prendre la main pour que cette histoire soit vraiment appréhendée au niveau national? Assurément que chacun jouera son rôle. Les intellectuels, les historiens, comme vous le dites, ont leur partition à jouer. Dans l'immédiat, le gouvernement a joué sa partition, le chef de l'État en premier. D'autres phases de cette partition vont se jouer et donc il est normal, au regard d'ailleurs de la dynamique en cours aujourd'hui au Bénin, le Bénin qui veut faire en sorte que rien ne lui résiste sur la route de l'accomplissement de ses ambitions. Il est donc normal de s'attendre à ce que chaque composante de la société, que ce soit les intellectuels, les artistes, les professionnels de la culture, du tourisme, que chacun joue sa partition et c'est ça qui va concourir à la construction de cette histoire nationale, de ce récit que nous devons donner au monde de nous-mêmes et non plus nous contenter de ce que les autres ont fait pour nous. On va finir ce sujet avec la coopération muséale. Quel est son contenu réel? On sait que le patrimoine africain continue d'être bradé. Le Bénin, dans la foulée du retour de ses trésors royaux, veut engager une dynamique dans le sens de la coopération muséale. Comment ça va se passer et dans quel sens? Le contenu de cette coopération, c'est que, de façon réaliste, le Bénin considère que sur les milliers d'œuvres appartenant au Bénin et qui se sont retrouvées hors du pays, d'une manière ou d'une autre, il y a lieu de faire un point, de ne pas dire
Oubi et Orbi, il faut que tout nous revienne. Il y a certaines de ces œuvres qui ont pu être sorties de façon régulière. Il y en a beaucoup d'autres, hélas, qui sont parties frauduleusement. Et même parmi celles qui sont parties frauduleusement, il y en a qui revêtent une valeur autrement plus importante que d'autres. Et donc, l'option du gouvernement, c'est de faire la part des choses, c'est de dire que des œuvres de la même nature que les 26 qui nous sont revenus doivent revenir au Bénin. Que d'autres, en fonction de leur nature, je veux dire, moins historique, moins existentielle, peuvent faire l'objet de partage, de circulation. Dire donc qu'on ne réclame pas leur restitution, mais on peut faire des copies ici. On peut les déplacer de tel pays à tel autre là pour que l'universel se répande partout. Et donc, nous sommes assez réalistes pour considérer que dans le cadre de cette coopération, toutes les œuvres peuvent demain se retrouver au Bénin sans être forcément la propriété du Bénin, mais ce qui doit nous revenir, le gouvernement ne fera pas l'impasse là-dessus. Il mènera toutes les démarches qu'il faut pour les obtenir et le reste, dans le cadre de la coopération, pourra être ici aujourd'hui, demain dans tel autre pays, après-demain dans tel autre pays, de la même manière que des œuvres qui nous appartiennent pourront être prêtées à d'autres demain pour que d'autres peuples puissent les voir sans avoir à se déplacer sur de très longues distances forcément. Voilà. C'est bien, on vous aura compris. On va parler maintenant santé, notamment de la Covid-19. Pourquoi, je vais commencer ce sujet par la polémique, pourquoi le gouvernement veut-il obliger les citoyens à se faire vacciner et surtout les élèves? Le gouvernement ne veut pas obliger les citoyens à se faire vacciner. Le gouvernement du Bénin sensibilise les citoyens en instaurant le pass sanitaire sur la nécessité de se faire vacciner. Chacun de nous sait, au-delà des polémiques parfois justifiées, mais généralement injustifiées, que le plus important, c'est de préserver nos vies. Tous les pays, y compris les pays que certains élèves aujourd'hui en suspicion, ont engagé des campagnes de vaccination. Ce sont les mêmes produits qui sont servis ailleurs qui nous sont servis ici. Le gouvernement du Bénin ne peut pas acheter ou recevoir des doses de vaccins qui soient impropres à être administrées à ses citoyens. Non. Après, le pass sanitaire, est-ce que c'est une obligation? Même avec le pass sanitaire, il n'y a pas d'obligation, M. Dossa. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner... une obligation de fait. Si non. Il faut que nous soyons le plus transparent possible. Oui. L'obligation vaccinale a été faite à certains corps, et vous les connaissez, notamment les agents du secteur de la santé. Oui. On a expliqué à profusion pourquoi. Oui. Pour le reste, vous êtes journaliste. Oui. Le gouvernement vous invite instamment à vous faire vacciner pour votre bien et pour le bien de la République. Vous dites, moi je ne veux pas me faire vacciner. Chiche, c'est votre droit. Le gouvernement organise une activité et dit, n'ayant accès que les gens qui montrent leur passe vaccinal. Ça veut dire que cette activité ne vous intéresse pas. Si elle vous intéresse, vous allez utiliser le canal de votre confrère le canal de votre confrère qui lui se sera fait vacciner. Oui, pour le journaliste c'est un peu facile. Alors vous voulez qu'on explique? On va expliquer. Les agents de l'État, ils sont au service des citoyens, n'est-ce pas? Ils sont au service des citoyens. Ils sont payés pour rendre des services publics aux citoyens. Considérez qu'un agent de l'État, dans une position où il reçoit peut-être 200 ou 300 personnes par jour, à qui il doit délivrer des actes, il se fait vacciner. Et qu'il reçoit 200 personnes, parmi lesquelles 150 ne sont pas vaccinées. Et parmi les 150, il y a peut-être 50 qui sont contaminés. Même s'il est vacciné, vous voyez bien qu'il est davantage exposé. S'il en vient, Monsieur Dossa, juste tout à fait, mais chacun de nous sait que nous observons les gestes barrières, nous sommes vaccinés, pour autant, la négligence des autres ou leur déni de la réalité expose ceux qui se sont fait vacciner. Voilà pourquoi il faut protéger les agents de l'État, mais en les protégeant, c'est que l'État remplit son obligation de mettre à la disposition de ses citoyens des gens qui doivent leur délivrer le service public dont ils ont besoin. Donc à l'arrivée, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une obligation de se vacciner
ou d'une exhortation majeure à le faire. Alors, pour le bien de est-ce que le gouvernement impose la vaccination dans les collèges, aux élèves, aux enseignants? Pas du tout. D'accord. Le gouvernement exhorte, sensibilise et recommande fortement aux uns aux autres de se faire vacciner. Et comme vous évoquez les collèges, nous avons reçu les doses du vaccin Pfizer. Parce que c'est ce vaccin qui, au jour d'aujourd'hui, même ailleurs, est administré aux enfants de 5 ans et plus. Il y a des doses de ce vaccin qui peuvent être administrées à des enfants de 5 ans, à des enfants de 12 ans. Et celui que nous avons reçu peut être administré aux enfants de 12 ans. Si nous protégeons les plus grands et que nous avons la possibilité de protéger les plus jeunes, pourquoi ne pas le faire? Et donc, c'est parce que ces vaccins sont accessibles aux 12 ans et plus que le gouvernement recommande que dans nos écoles, dans nos collèges, les enfants de 12 ans et plus puissent également se faire vacciner. Après, il ne s'agit pas d'une obligation, mais nous le recommandons fortement pour le bien des enfants, pour le bien de leurs parents, pour le bien du pays tout entier. C'est de ça qu'il s'agit et non d'une obligation. Oui, par rapport à cette question, pourquoi le gouvernement n'assume pas simplement? Parce que on sent qu'il y a quand même la tentation d'aller un peu plus loin, mais le gouvernement semble, disons, vouloir ménager un peu les populations ou les différents corps sociaux. Au Togo, par exemple, on a ouï dire que, par exemple, pour les lieux de culte, le pass vaccinal sera obligatoire dès le 3 décembre. Et l'autre question corrélée à celle-là, est-ce que le gouvernement ne se sent pas un peu seul dans cette lutte? Parce qu'on n'entend pratiquement pas les partis politiques, on n'entend pratiquement pas les principaux leaders sociaux. Apparemment, chacun se cache, même ceux de la mouvance se cachent sous le manteau du gouvernement. En fait, est-ce que le gouvernement ne se retrouve pas un peu tout seul dans cette bataille, même si c'est de sa responsabilité de protéger les citoyens? Monsieur Noumon, il y a une caractéristique que personne ne dénierait à ce gouvernement, c'est qu'il a toujours assumé ses choix. Oui. Toujours. Si nous décidons demain, pour une raison ou une autre, d'en arriver à l'obligation, nous allons l'expliquer à nos concitoyens et nous allons l'assumer. Lorsque le choix a été fait d'imposer la vaccination à certaines catégories, le gouvernement l'a annoncé publiquement et l'a assumé, l'a défendu. Il en sera de même si d'aventure, demain, nous devrions étendre l'obligation à d'autres corps. Mais pour le moment, il ne s'agit pas de ça. Donc, il n'y a rien à assumer de ce point de vue. Après, chacun joue son rôle. Le gouvernement a rencontré les différents corps, les différents groupes organisés pour leur expliquer sa démarche. Le gouvernement mène la campagne de sensibilisation qu'il doit mener pour convaincre nos compatriotes de la nécessité de se faire vacciner. Et on observe qu'au jour d'aujourd'hui, l'engouement se manifeste, même si nous estimons qu'il doit être encore plus perceptible que ce qui est en cours. Et c'est pour ça que nous passons maintenant à une phase plus active. Et vous avez vu le ministre de la Santé descendre, mettre en place un nouveau mécanisme pour adresser au mieux les cibles éligibles à la vaccination afin que le taux de vaccination augmente et que nous puissions approcher le taux qu'il nous faut pour espérer l'immunité collective qui va nous permettre maintenant de revivre normalement. Parlant d'immunité collective, en France, une étude du ministère de la Santé a montré qu'il y a désormais plus de personnes vaccinées, admises en réanimation, que de personnes non vaccinées. Au Bénin, d'ailleurs, j'ai entendu le ministre de la Santé le dire, la pandémie est en régression, nous avons connu un peu de répit, et justement, c'est à ce moment-là que le gouvernement persiste et signe, oblige les gens à se faire vacciner, quelle que soit la manière par laquelle ils procèdent. J'ai le sentiment qu'on se moque un peu des incompréhensions, de la résistance du peuple face à la vaccination. Non, personne ne se moque du peuple. C'est parce que nous savons qu'il y a des réticences que nous continuons à sensibiliser. Et ne pas sensibiliser, c'est ce qui s'apparenterait à se moquer du peuple en disant, bon, comme vous ne voulez pas, on vous laisse à votre sort, tant pis, advienne que... Il y a plus de peur que de mal. On ne vit pas l'enfer de la Covid ici. Et ça régresse, il a dit, le ministre de la Santé, lors de sa dernière sortie. Le ministre dit que ça régresse, mais le ministre vous a toujours dit, et vous l'observez vous-même, que ça procède par vague. Aujourd'hui, on a le sentiment que les chiffres sont bons, mais dans 2 semaines, dans 1 mois, vous ne savez pas. Il est arrivé, lors de la dernière flambée, que Alada soit totalement occupé en cas grave. Et vous savez qu'à Alada, il y a 100 lits pour les cas graves. On ne va pas
jouer avec la vie de nos compatriotes. C'est pour ça que pendant qu'il est encore temps, la sensibilisation doit se poursuivre, être renforcée pour que les Béninois comprennent que si le gouvernement se donne autant de mal, autant de peine à vouloir les convaincre, c'est parce qu'il est lui-même convaincu que scientifiquement, médicalement, la solution à portée de main aujourd'hui, c'est la vaccination pour protéger au mieux les populations. Oui, j'insiste là-dessus, je l'avais demandé tout à l'heure, le gouvernement mouille le maillot. Encore une fois, ça ne vous pose pas un problème que votre majorité, que les partis politiques, les leaders même ne veuillent pas mouiller le maillot quand on leur pose la question, à peine ils y répondent, oui, le gouvernement a dit. Ça ne vous pose pas de problème? Mais est-ce que c'est le rôle des partis politiques intrinsèquement, est-ce que c'est le rôle des partis politiques de dire aux gens, allez vous faire vacciner parce que le gouvernement demande? D'un certain point de vue, oui, mais dans l'absolu, non. Non, on parle de leur propre chef, on parle du gouvernement. Alors, est-ce que vous n'avez pas vu les leaders de certains partis politiques, les responsables de certaines institutions aller se faire vacciner? Oui, les institutions, des responsables administratifs. C'est leur façon de donner l'exemple. Maintenant, un parti politique peut dire à ses militants, nous, on a besoin de vous en vie, allez vous faire vacciner. Peut-être aussi, et vous savez que généralement, les partis politiques, eux, ils peuvent avoir droit à des calculs auxquels le gouvernement n'a pas droit. Les partis peuvent se dire, bon, comme dans le monde, il y a des réticences, et que chez nous aussi, il y a des réticences. Si je demande aux gens d'aller se vacciner, peut-être que je vais perdre quelques militants, mais il faut bien que les gens soient vivants pour militer. Et de ce point de vue-là, je serais d'accord avec vous que les partis politiques, les groupes et autres associations devraient également s'investir dans la sensibilisation pour que nos compatriotes comprennent qu'il faut se faire vacciner pour se protéger contre cette pandémie. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour évoquer quelques sujets d'actualité pêle-mêle. Au cours de sa séance du Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de redéfinir la zone touristique sur le littoral. Alors notre ami Aloubine Dine a-t-il raison de s'inquiéter pour son école de théâtre? Non, je pense que l'aîné Aloubine Dine, s'il a lu le compte-rendu du Conseil des ministres, il a dû comprendre. D'abord, il faut observer que... Son infrastructure délimite, me semble-t-il, la zone. Tout à fait. Mais je peux vous dire d'emblée, avant d'aller plus loin, que l'École internationale de théâtre du Bénin, quoique étant dans le périmètre, est préservée. L'école restera là. L'école restera là. Et parce qu'on sait très bien que à terme, en plus du parcours que cette école a déjà effectué, à terme, ce peut devenir une infrastructure remarquable en termes de promotion des arts. Tout à l'heure, vous parliez bien de la culture. Donc, l'école restera. Il pourrait y avoir quelques aménagements, mais principalement, l'école sera là. Et pourquoi on en est arrivé là? Vous voyez, dans un premier temps, on a exonéré cette zone-là. On l'a sortie du projet parce qu'on a vu la tendance à l'urbanisation, à l'agglomération. Mais après, en projetant au mieux les infrastructures qui vont venir, les réalisations, le gouvernement s'est rendu compte qu'il serait plus judicieux de réincorporer cette zone dans le périmètre. Et le tout, c'est au bénéfice de l'État. C'est pour que ce qui va se faire le soit aux meilleures conditions et que l'État n'investisse pas sans avoir appréhendé tous les contours de ce qu'il va se faire. C'est pour ça que cette décision a été prise. Et je réinsiste pour dire que l'école sera bien là. On observe que le second quinquennat de Patrice Talon commence un petit peu comme le premier, c'est-à-dire pas des casses, pas des décisions douloureuses. Le préfet du littoral casse énormément en ce moment. C'est quoi concrètement son cahier de charge? Il a cassé où déjà, le préfet? Il y a beaucoup de casses, que ce soit sur le littoral, dans la ville, enfin au stade de l'amitié, les boutiques. C'est quoi concrètement sa mission? Non, là où on a pu demander aux gens de libérer l'espace en ce début de deuxième quinquennat, c'est parce que c'est prévu. Et c'est parce que les gens ont été avertis. Je crois que vous voulez parler principalement de Flakodji, de la route des pêches et de Filleyon. Et vous verrez que dans chaque cas, c'est des problématiques différentes. Et le gouvernement a fait jouer son sens de responsabilité. Face à chaque problématique, il y a eu une solution d'apporter. Le préfet, est-ce qu'il casse là où il ne devrait pas? Je ne pense pas. Vous avez évoqué le stade. À ce que je sache, au niveau du stade,
S'il y a des casses là, c'est dans la perspective de la réalisation du mall, ce grand immeuble à 1000 boutiques qui va être réalisé au stade de Kounou pour accueillir à terme le commerce noble qui a cours actuellement au marché d'Antokpa, notamment la maroquinerie, le commerce de tissus, bijoux et autres, pendant que le commerce de gros va au nouveau marché en construction. Pourquoi fermer les boutiques qui existent en ce moment? Ce sont des entreprises, ce sont des PME. Pourquoi les fermer avant de réaliser ce... J'ai dit, si le préfet casse, j'ai dit si, hein, c'est dans cette perspective. Et je suis convaincu que, à ce propos, les personnes concernées ont dû être informées, ont dû avoir aussi un délai pour se mettre à jour. Je suis convaincu que le préfet n'aurait pas pu aller sans avoir pris ces précautions-là. Voilà, en parlant de mall, il y a eu un nouvel incendie au marché d'Antokpa. Encore une fois de plus, est-ce que ça justifie quelque peu la volonté du gouvernement de sortir en fait le marché de ce lieu historique et de redéployer un peu, de le redéployer en divers compartiments un peu partout dans la ville de Cotonou et en périphérie? Déjà, M. Noumon, le choix du gouvernement n'était pas basé sur la répétition d'incendies. Oui. C'est un choix objectif, futuriste qui a été fait. Mais après, effectivement, ces cas d'incendie viennent plutôt conforter le gouvernement dans son choix. À savoir que les infrastructures au niveau du marché d'Antokpa ont sans doute fait leur temps, qu'on n'a pas pris en amont toutes les précautions. Et c'est pour ça qu'en allant sur la modernité aujourd'hui, l'on fait le choix de délocaliser ce marché et d'ériger de nouvelles infrastructures aux normes qui garantissent aussi bien le confort que la sécurité à nos compatriotes qui vont les occuper demain. Monsieur Ngboyi, le gouvernement a-t-il prévu lancer son PAG2? Si oui, quand? On a bouclé pratiquement un an dans le second quinquennat. Vous savez, cette question me réjouit particulièrement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le premier béninois à me la poser. J'ai compris que nos compatriotes, après avoir douté sur les premiers mois du mandat passé, mais ayant vu le PAG et définitivement ses réalisations concrètes, sont aujourd'hui impatients de découvrir quel est le contenu du PAG2. L'assurance que je peux vous donner. Il est baptisé hautement social. Et ce hautement social, avant d'aller plus loin, a commencé à être mis en œuvre. Mais déjà, l'assurance que je vais vous donner, M. Dossa, et à travers vous, à tous nos compatriotes, qui savent désormais que le président Patrice Talon et son gouvernement, c'est l'expression du sens de la méthode, de l'organisation et de la rigueur. L'assurance, disais, c'est que le quinquennat 2 ne se passera pas moins bien que le premier. Donc, il y aura un programme d'action qui actuellement est en cours d'arbitrage. Et je pense que les derniers arbitrages, on en aurait fini dans quelques jours pour que dans les prochaines semaines, le PAG2, il soit mis à la disposition du public. Vous aurez, si c'est bien ça vos attentes, vous aurez le bonheur de constater qu'il n'y a pas moins d'ambition que ce qui a été réalisé et ce qui a été annoncé pendant la campagne électorale. Donc, soyez rassurés, le PAG2, il fera ce qui a été réalisé, c'est beaucoup de béton, beaucoup d'infrastructures et moins du social. Quand vous dites plus ambitieux, est-ce que c'est dans le sens du social? Je suis surpris par votre déduction, M. Dossa, parce que tout ce qui a été réalisé en béton, pendant qu'il se réalisait, non seulement on n'a pas négligé le social, mais tout cela concourt à optimiser le social. Les bétons, le bitume améliore vos conditions de circulation. Ce que cela vous fait gagner, vous devez le savoir. Lorsqu'on a mis du béton pour faire des châteaux ici et là et avoir de l'eau, ça concourt au social. Mais observez que en 5 mois, si je vous dis de dénombrer combien de recrutements d'agents de l'État, je ne parle pas des emplois créés par les chantiers. Recrutement d'agents de l'État, on a lancé, vous verrez qu'en 5 mois, c'est pratiquement 3000 agents déjà. Le tout dernier concours, c'est pour recruter 100 auditeurs de justice, donc 100 futurs magistrats. Ajouter... Est-ce que c'est l'idéal? Est-ce qu'on ne devrait plutôt pas faire en sorte que ce soit plutôt le privé? Mais c'est pour ça justement que l'on crée toutes les conditions que nous créons pour que
l'environnement des affaires s'assainisse, soit davantage favorable. Regardez, il y a quelques semaines, le gouvernement a accordé par exemple des régimes de privilèges au cours des investissements à plusieurs projets soumis par des investisseurs. Tout cela, c'est également pour booster l'entrepreneuriat privé et booster la création d'emplois. Donc, le social, il est et il sera au cœur, effectivement, de ce second quinquennat. Voilà. Oui, nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Le temps qui nous a été imparti, merci, on a compris. Alors, on va quand même vous laisser conclure. Mais on était déjà en train de conclure. Je n'aurais qu'à insister pour vous rassurer. J'ai commencé à dire que vous faites le point des recrutements faits en 5-6 mois de ce second quinquennat. 1600 agents de santé, 350 autres. Vous voyez, on est déjà à 2000. On a lancé le recrutement de 662 futurs enseignants des lycées agricoles modernes. On vient de faire 100. On est pratiquement à 3000. C'est une dynamique. Lorsqu'en tout début de mandat, vous voyez ça, vous devez vous dire que les signaux sont au vert et le gouvernement va recruter davantage, que ce soit pour les forces de sécurité et de défense, pour lesquelles on a prévu des milliers et des milliers de recrutements sur le quinquennat en cours, et dans les autres secteurs aussi, sans oublier tout ce qui viendra du privé, sans oublier aussi tout ce qui va être généré par les chantiers majeurs qui sont en cours et ceux à venir. Les Béninois seront occupés. Le pays va se renforcer dans sa dynamique de développement et l'amélioration des conditions de vie va se ressentir. Wilfried Léon Ndombegui, secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous pour répondre aux préoccupations des citoyens béninois. J'ai été accompagné dans cet entretien par François-Xavier Noumon de ETélé. Merci beaucoup, chers confrères. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.